Ils ne l'ont pas remerciée. Ils n'ont posé aucune question. Ils l'ont simplement laissée partir, en silence, comme si elle n'avait jamais compté. Pourtant, elle était la seule à parler arabe, la seule à maintenir en vie les accords internationaux les plus sensibles de l'entreprise. Et lorsque le nouveau PDG a décidé de supprimer les vestiges du passé, il ne savait pas qu'il coupait le pont vers tout un marché. Lorsqu'ils ont compris leur erreur, les dégâts étaient irréversibles. Si vous avez déjà été ignoré, sous-estimé ou remplacé, cette histoire est pour vous. Abonnez-vous si cela vous parle. Laissez un commentaire si vous avez déjà vu le karma frapper en temps réel. Ils appelaient ça un réajustement, mais personne ne pouvait expliquer ce qui était réellement ajusté. L'invitation au calendrier est arrivée à 8h46, un jeudi matin. Aucun objet, juste salle 5B obligatoire. C'est tout. L'expéditeur n'était même pas mon responsable, c'était un alias administratif générique. Je savais déjà, avant même d'ouvrir le message, que ce n'était pas une réunion stratégique. C'était trop soudain, trop vague et surtout trop silencieux. Je suis entrée dans la salle à exactement 9h. Dale était déjà là. Serena des RH aussi, assise raide, comme une remplaçante pour une mauvaise décision. Je me suis assise sans qu'on me le demande, les mains croisées sur les genoux, et j'ai attendu. Dale ne perdit pas de temps. « Lorraine, commença-t-il avec cette voix faussement douce que prennent les gens quand ils s'apprêtent à vous insulter poliment. Nous réorganisons afin de mieux positionner l'entreprise pour sa croissance future. » Je n'ai pas bronché, je n'ai même pas cligné des yeux. J'avais déjà entendu assez de ce langage creux pour savoir où cela menait. Votre poste, malheureusement, est concerné par cette réorganisation, poursuivit-il. Aucune excuse, aucun mot sur ce que j'avais construit, les clients que j'avais retenus, les crises que j'avais résolues, pendant que la direction apprenait encore à épeler Riyad. Même pas une mention des contrats en arabe que je venais tout juste de finaliser, des contrats valant plus de 28 millions de dollars en renouvellement à long terme. J'ai jeté un regard à Serena. Ses yeux sont tombés sur la table, comme honteux de participer à tout ça. Je n'ai rien dit. Dale a continué à parler de modernisation, de rationalisation et de proposition de valeur, mais tout cela s'est fondu en une longue excuse. Ils n'avaient pas examiné les performances. Ils n'avaient pas consulté les partenaires régionaux. Ils avaient simplement regardé une feuille de calcul et décidé que j'étais une colonne qu'ils pouvaient supprimer. Personne n'a demandé qui allait gérer la délégation Émirati qui arrivait lundi matin. Personne ne s'est soucié du fait que j'avais passé des années à établir une relation de confiance avec leurs conseils, à négocier des subtilités juridiques en arabe qui n'ont pas d'équivalent en anglais. Ma vraie maîtrise ne se limitait pas à la langue, elle était contextuelle, et ils l'ont jetée comme un vieux document de protocole. Je n'ai pas protesté, je n'ai pas demandé de réexamen. J'ai simplement pris l'enveloppe que Serena a fait glisser sur la table, détail du départ, indemnité, une ligne unique pour reconnaissance du service rendu. C'était tout. Aucun plan de transition, aucun calendrier de passation. Je me suis levée, j'ai lissé l'ourlet de mon blazer et j'ai regardé. Dale droit dans les yeux. Il a évité mon regard. Il le faisait toujours quand il ne comprenait pas quelque chose. Bonne chance, m'a-t-il lancé, comme si c'était moi qui prenais un pari. J'ai hoché la tête. À vous aussi. Puis, je suis partie, pas parce que j'avais perdu, mais parce que je savais qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Il pensait avoir fait une coupe nette, mais il venait de trancher l'artère. Et bientôt, ils allaient en payer le prix. Ils n'ont jamais demandé comment j'avais obtenu les contrats du Golfe, pas une seule fois. Ni lors de mon intégration, ni lors des évaluations de performance, ni même quand les renouvellements s'empilaient les uns après les autres avec une régularité implacable.
Pour eux, c'était simplement de la magie. Les clients du Moyen-Orient signaient, développaient de leurs contrats, recommandaient d'autres partenaires. Et moi, j'étais simplement la personne associée à cette magie, assez discrète et fiable pour être ignorée, jusqu'à ce qu'ils pensent pouvoir la reproduire. Mais personne ne s'est jamais intéressé au décalage horaire de 12 heures que je traversais sans me plaindre, ni à la différence subtile entre une formule juridique qui favorise la coopération et une autre qui déclenche l'offense. Ils ne savaient pas non ou pas que j'avais passé 3 ans à vivre à Sharjah, dont 2 intégrés à une entreprise de logistique où j'ai appris les subtilités des codes de navigation maritime, de l'étiquette commerciale et cette frontière presque invisible entre négociation et irrespect. Ils n'ont jamais lu les messages de l'avocat de Ahmad qui commençaient toujours par « Mademoiselle Cole, votre jugement est un bouclier ». Ils n'ont jamais vu les notes de bas de page que je rédigeais en arabe avec du contexte culturel pour que les contrats ne se contentent pas d'être juridiquement valides, mais qu'ils soient également honorables. Et ils n'ont certainement jamais compris que dans cette région, la confiance se construit en silence, dans la constance, dans des gestes discrets qui n'apparaissent jamais sur les tableaux de bord des KPI. Ce qu'ils ont vu, en revanche, ce sont des chiffres. Ils ont vu 3 comptes à mon nom et ont supposé que le travail était mécanique. De la traduction, de la transmission d'emails, de la coordination de base. Mais ils n'ont jamais saisi l'ensemble, la protection juridique, la négociation contractuelle en temps réel, la maîtrise des réglementations transfrontalières, tout cela géré par quelqu'un qu'ils considéraient comme une simple employée du passé. Alors non, ils ne m'ont jamais demandé ce que je faisais réellement. Ils n'ont jamais compris ce qui tenait leur pipeline à plusieurs millions à flot. Et c'est justement ça qui m'a presque fait rire, parce que quand vous construisez quelque chose que les gens ne prennent même pas la peine de comprendre, ce sont eux les premiers à le détruire, sans réaliser que c'était la seule chose qui les empêchait de couler. J'ai passé les 24 premières heures à ne rien faire. Pas à me morfondre, pas à élaborer un plan, juste à nettoyer. Il y a quelque chose d'étrangement apaisant dans le fait de passer l'aspirateur dans les coins d'une pièce quand toute votre vie vient d'être balayée sous vos pieds. Je n'ai pas touché à l'enveloppe d'indemnité, je n'ai pas relu l'email, j'ai simplement ouvert les fenêtres, laissé l'air frais chasser les secousses stagnantes du monde corporate, et j'ai laissé le silence faire place à quelque chose de nouveau. Le samedi après-midi, j'ai retiré tous les classeurs de mon étagère, oui, de vrais classeurs, classés par région, par client, par type de réglementation. Des pages que j'avais annotées à la main parce que le sous-texte juridique ne se traduisait pas numériquement. Je me suis assise en tailleur sur le tapis et j'ai feuilleté des notes que je n'avais pas relues depuis des années. Certaines venaient d'accords avortés, d'autres de relations qui n'avaient jamais abouti à un contrat. Mais elles avaient tout un point commun. Elles m'appartenaient, construites par moi. Pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais parce que je savais qu'un jour, ça compterait. Ce jour est arrivé plus vite que prévu. Le dimanche, le premier email est arrivé. Pas de Dale, pas de Serena, mais de quelqu'un que je n'avais pas entendu depuis des mois. Mason Tran. Il était le fondateur d'une entreprise de taille moyenne spécialisée dans l'analyse de données médicales que j'avais rencontrée lors d'une conférence 2 ans auparavant. À l'époque, il n'avait ni l'ampleur, ni le vernis, ni les fonds pour rivaliser avec les géants comme Ridgemont. Mais ils avaient mieux, de la curiosité. Et je me souviens que Mason était le seul dirigeant à poser de vraies questions. Pas seulement sur les données, mais sur les gens. Son email était bref. J'ai entendu ce qui s'est passé. On construit quelque chose de plus affûté. Ça t'intéresse de le diriger? Je n'ai pas hésité. On a fixé un appel pour lundi.
Pendant que Ridgemont s'agitait pour préparer une réunion de lundi qu'il ne savait même pas que j'avais autrefois conçue, je passais en revue l'infrastructure actuelle de Cliniscope. C'était brut, inachevé, peut-être même bancal, mais c'était honnête. Et plus important encore, c'était prêt à être reconstruit. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la liberté de faire un travail qui compte, sans faux semblants, sans réunions pleines de mots creux et d'hommes qui parlent en rond. Je ne regardais pas en arrière. Je n'allais pas appeler, supplier ou les corriger. Les dégâts étaient déjà faits. Le changement n'était pas en eux, il était en moi. Je n'avais plus besoin de leur place à leur table. J'étais en train de construire la mienne. Ils pensaient que le lundi se déroulerait comme prévu. Présentation peaufinée, composition florale livrée en urgence, traiteur personnalisé, commandé pour respecter les sensibilités culturelles. Ils avaient même changé 3 fois la projection du logo dans la salle de conférence pour une meilleure symétrie visuelle. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'aucune mise en scène ne pouvait remplacer ce qui manquait. Moi. À exactement 9 heures, 4 berlines noires sont entrées dans l'allée circulaire du siège de Ridgemont. La délégation venue des Émirats en est sortie, calme et maîtrisée, vêtue de manteaux de laine foncée sur du lin immaculé. En tête, Ahmad, le partenaire principal, encadré par 2 conseillers et un traducteur. Je l'ai reconnu de loin, non pas parce que quelqu'un m'avait dit qu'il viendrait, mais parce que je connaissais le rythme de ses décisions. Quand Ahmad arrivait à l'heure, cela signifiait qu'il était prêt à rester. Quand il arrivait en avance, cela voulait dire qu'il venait pour assister à un effondrement. À l'intérieur de la salle vitrée, Dale se tenait légèrement décentré, les bras croisés, avec la posture de celui qui croit que la confiance peut se simuler par le langage corporel. Célia n'était pas là, soit trop haut placée pour venir, soit trop nerveuse pour assister à la scène. Le traducteur ne s'est pas assis. Ahmad non plus. Il a simplement posé les 2 mains sur le dossier d'un fauteuil en cuir et a regardé Dale droit dans les yeux. « Où est mademoiselle Cole ?» Dale a cligné des yeux. « Pardon ?» Ahmad a répété la question, plus clairement cette fois. « Lorraine Cole, celle qui a géré nos précédents accords. » Il n'y avait pas de réponse prête. Dale a changé d'appui, esquissé un sourire qui s'est fissuré trop vite. Elle ne fait plus partie de l'entreprise, mais soyez assurés que le projet a été réassigné à une équipe tout à fait compétente. Le temps s'est figé, le traducteur est resté silencieux. Ahmad n'a pas haussé la voix, il n'a pas discuté. Il a simplement hoché légèrement la tête vers ses conseillers, puis prononcé une phrase en arabe que je n'avais pas besoin d'entendre pour comprendre. Ils se sont tous levés. La réunion était terminée avant même d'avoir commencé. Dale a bafouillé quelque chose à propos d'un dialogue futur, mais Ahmad marchait déjà vers la sortie. À la porte, il s'est retourné une seule fois. La confiance n'est pas une ressource que l'on peut réaffecter. Et ils sont partis. Pas de cris, pas de porte claquée, juste une présence puis une absence. Un silence plus lourd que n'importe quelle confrontation. Je n'ai pas appris l'effondrement par voie officielle, je l'ai ressenti dans l'onde de choc. Tina du service juridique m'a envoyé un texto avec 3 mots, ils sont partis. Gavin m'a laissé un message que je n'ai jamais rappelé. On aurait dû savoir. Elisa m'a envoyé une capture d'écran de Dale, figée derrière la paroi vitrée, regardant 24 millions de dollars de contrats internationaux s'évaporer. Pas reportés, pas renégociés. Disparus. Aucun email n'a été envoyé au personnel ce jour-là. Pas d'assemblée générale. Juste une réunion à huis clos, à 11 heures qui s'est prolongée jusqu'à presque 16 heures, où apparemment personne n'avait de plan, mais tout le monde avait une excuse. Ce qu'ils ne pouvaient pas admettre, ce qu'aucun d'entre eux n'aurait mis dans un mémo, c'est qu'ils n'étaient pas préparés à me perdre, parce qu'ils n'avaient jamais su
que je comptais. Je n'étais pas sur l'organigramme présenté au client. Mon nom n'était pas sur la page d'accueil. Mais j'étais dans les contrats, dans les échanges de négociations, dans les décisions prises à huis clos, à Dubaï, à Doha, à Riyad. Le vrai travail que je faisais était invisible, jusqu'au jour où je ne l'ai plus fait. Et désormais, il ne leur restait qu'une salle de réunion remplie de thé, intacte, de viennoiseries tièdes et d'un silence si total qu'il était devenu le seul retour honnête qu'ils allaient recevoir. Le premier message est arrivé mercredi, court, désespéré et sans signature. Pouvons-nous planifier un appel concernant certains développements récents? Je l'ai ignoré. Le second était plus long, plus formel, cette fois de l'assistante de direction de Dale. Dale souhaiterait échanger personnellement avec vous au sujet d'options potentielles de conseils stratégiques et accorde une grande importance à votre expertise. Expertise, c'est comme ça qu'ils l'appelaient maintenant. La même expertise qu'ils avaient jetée sans même une réunion. La même qu'ils avaient rayée de la masse salariale en moins de 10 minutes. Je n'ai pas répondu. Non par rancune, par lucidité. Parce qu'une fois que vous avez été réduite au silence, effacée, discrètement retirée de toutes les boucles d'email, vous apprenez une chose. Le silence est aussi un langage. Et ils étaient enfin en train d'entendre le mien. Jeudi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. C'était Dale, bien sûr. Sa voix était fragile, tendue, comme quelqu'un qui essaie de rester calme alors que le bâtiment s'effondre autour de lui. « Lorraine, j'espère que nous pourrons parler bientôt. Il est possible que nous ayons agi de manière prématurée et il y a un fort intérêt pour rétablir une collaboration. Merci de me recontacter. » Il n'a pas prononcé le mot « erreur ». Il n'a pas dit pardon, juste « prématuré ». Comme si mon départ avait été une expérience légèrement mal chronométrée. Mais je connaissais la vérité. Ils n'appelaient pas parce que je leur manquais. Ils appelaient parce qu'ils avaient enfin compris que les clients n'étaient pas de simples noms, c'était donc des relations, construites, entretenues, protégées, par moi. Et sans cette continuité, toutes leurs promesses, leurs données, leurs tableaux de bord ne valaient plus rien. Vendredi matin, j'ai mis à jour mon profil LinkedIn, pas avec un nouveau titre, juste une petite modification. J'ai passé ma visibilité en mode privé. Pas de photos, pas de coordonnées. Juste une bannière vide où leur panique pouvait résonner sans réponse. Le troisième message est revenu par email, cette fois avec une offre vague de flexibilité sur le package de rémunération. Je n'ai même pas ouvert la pièce jointe. J'avais déjà une meilleure perspective, un meilleur plan et une meilleure entreprise. Une qui ne me voyait pas comme un vestige remplaçable, mais comme l'architecte de ce qu'elle construisait ensuite. Quand vous éliminez quelqu'un que vous n'avez jamais pris la peine de comprendre, vous n'obtenez pas une seconde chance. Vous recevez un rappel. Et moi, je ne travaillais pas dans les rappels. J'avançais, selon mes conditions, avec des personnes qui n'avaient pas besoin de me perdre pour voir ma valeur. Ils n'ont pas eu une réunion. Ils ont eu un contrat, rédigé selon mes conditions, transmis par mon avocate et examiné par un conseiller en conformité indépendant dont ils ne connaissaient même pas le nom. C'était volontaire. Il n'y aurait pas de retour aux vieilles habitudes, pas de rencontres fortuites dans les couloirs, pas de messages Slack feignant que rien ne s'était passé. Ce que je proposais, ce n'était pas un emploi, c'était un encadrement. Un accord de consultance précisant explicitement le périmètre, les limites, la durée et mon autonomie. Ils auraient accès à mon analyse, pas à ma loyauté. Je ne répondrai pas à Dale. Je n'assisterai à aucune réunion interne. Je ne formerai pas la personne qu'ils embaucheraient pour me remplacer. J'interviendrai de façon chirurgicale, à distance, pour le double du tarif qu'ils me versaient auparavant.
et seulement jusqu'à l'échéance du contrat. C'était la première clause. La deuxième, je dictais le calendrier. Je travaillais quand je le décidais, d'où je le décidais, uniquement sur la documentation directement liée au client. Aucune réunion stratégique, aucun alignement de marque, aucune deadline artificielle conçue pour impressionner les investisseurs. Ils ont accepté tout cela en moins de 48 heures, pas par volonté, par absence totale de levier. Le mal était déjà fait. Les clients du Golfe ne répondaient plus à leurs appels. 3 renouvellements étaient net gelés et l'un d'eux, un partenaire influent à Abu Dhabi, avait déjà entamé des discussions exploratoires avec Cliniscope, ma nouvelle société. Je ne l'ai évidemment pas mentionné, ce n'était pas nécessaire. La panique dans leur silence disait tout. Pendant ce temps, Mason m'avait intégré à 2 grandes initiatives d'expansion. Contrairement à Ridgemont, Cliniscope ne voyait pas l'arabe comme une barrière, il le voyait comme un atout. Nous ne faisions pas que traduire des interfaces utilisateurs, nous reconstruisions des processus adaptés aux subtilités culturelles et juridiques, souvent effacées par les logiciels uniformisés. Je dirigeais les 2 projets en toute indépendance avec mon propre titre. Aucun préfixe de vice-présidente, aucun filtre de comité. Juste Lauren Cole, chargée de liaison stratégique, mentionnée directement sur les documents partenaires. Quand le bureau de Hamad m'a recontacté, ce n'était pas pour savoir si je retournerais chez Ridgemont. C'était pour confirmer que je dirigerais le prochain cycle de développement conjoint avec Cliniscope. Voilà ce qui se passe quand on arrête de mendier une place à la table des autres et qu'on construit la sienne. Ils prononcent peut-être encore votre nom dans les salles de réunion, mais désormais, ils le disent avec précaution, parce qu'ils savent que le prochain accord pourrait en dépendre. La dernière fois que Ridgemont a tenté de soumissionner pour un contrat au Moyen-Orient, ils ont envoyé une proposition sans même y apposer de nom. Juste une liste de livrables et un logo d'entreprise étiré sur 5 diapositives. Aucun contexte, aucune liaison, aucune voix. La réponse est revenue en 2 phrases. Nous vous remercions pour votre soumission. Cependant, nous ne poursuivons pas sans garantie culturelle. C'était leur façon polie de dire « Nous ne vous faisons pas confiance, pas sans elle, pas sans Lorraine. » La vérité, c'est que je n'ai jamais été juste un poste, jamais juste un intitulé dans un organigramme interne. J'étais la conversation avant le contrat, la pause entre 2 décisions, la voix qu'on se rappelait au moment de choisir entre des cabinets qui, sur le papier, se ressemblaient tous. Et ça, Ridgemont ne l'a jamais compris. Ils ont cru que la confiance pouvait se réaffecter. Ils ont cru que me remplacer signifiait embaucher quelqu'un de plus jeune, de plus bruyant ou de moins cher. Mais la confiance n'est pas transférable. Elle se mérite. Et elle se ressent. Je n'ai jamais élevé la voix. Je n'ai jamais divulgué d'histoire. Je n'ai jamais publié un mot sur ce qui s'est passé. Je n'en avais pas besoin. Chaque clause que je rédige aujourd'hui porte mon empreinte. Chaque accord signé sous ma direction porte mon nom. Et maintenant, quand les entreprises parlent de crédibilité stratégique dans les environnements interculturels, elles posent une seule question d'abord: qui gère la relation? Et bien souvent, la réponse est Lauren Cole, parce qu'il y a des noms qu'on ne remplace pas. Et certains ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent jamais comme avant. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de confondre silence avec faiblesse et visibilité avec valeur. L'histoire de Lauren Cole nous rappelle que le vrai pouvoir agit souvent dans l'ombre, à travers des relations construites en coulisses, une confiance gagnée avec le temps et des compétences qui ne brillent peut-être pas, mais qui sont essentielles. Lorsque son entreprise l'a écartée sans hésitation, elle pensait rationaliser. En réalité, elle venait de couper sa propre bouée de sauvetage.
Et les conséquences n'ont pas été bruyantes, elles ont été chirurgicales, parce que toute vengeance ne nécessite pas de flamme. Parfois, il suffit simplement de partir et de laisser l'absence parler plus fort que tous les mots. La vraie leçon ici ne parle pas d'amertume ou de revanche. Elle parle de reconnaître sa propre valeur avant que quelqu'un d'autre ne vous en attribue une. De documenter son impact, de construire des relations qui dépassent les titres de poste et d'avoir le courage de partir quand on vous diminue. Toute trahison ne nécessite pas de confrontation. Parfois, il suffit juste d'y voir clair. Et quand le monde commence à comprendre qui vous étiez une fois que vous êtes parti, ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Le pardon, dans certains cas, peut guérir. Mais dans d'autres, ce dont on a besoin, c'est de distance, de limites, d'espace pour grandir au-delà de la version de soi-même qu'on a négligée. Parce que certaines personnes ne vous entendent que lorsque vous vous taisez. Et certains ponts ne méritent pas d'être reconstruits. Non pas par colère, mais par évolution. Vous n'êtes plus la même personne. Revenir en arrière ne ferait que rétrécir ce que vous êtes devenu. Dans votre propre vie, cette histoire va bien au-delà des jeux politiques en entreprise. Que vous ayez été sous-estimé dans votre carrière, dans vos relations ou dans votre communauté, le geste le plus puissant n'est pas de crier, c'est de s'élever, calmement, stratégiquement, définitivement. Comment commencer dès aujourd'hui? 1. Notez 3 compétences ou qualités que vous apportez et que personne ne peut imiter. 2. Identifiez une relation, pro ou perso, construite sur la vraie confiance et prenez des nouvelles. 3. Mettez à jour votre CV ou portfolio sans minimiser vos titres. Dites la vérité, pleinement. Avez-vous déjà été remplacé, ignoré ou mis de côté, puis vu les choses s'effondrer sans vous? Racontez votre histoire en commentaire. Votre voix compte ici. Si ce message vous a touché, abonnez-vous pour plus de récits puissants et authentiques. Et n'oubliez pas de le partager à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes simplement trop précieux pour les petites pièces.